Bon, ben, merci beaucoup. Au fait, ce sera moi qui commence. Mais merci beaucoup pour cette introduction et la clarification en ce qui concerne la langue. Mesdames et messieurs les membres du Grand Conseil, c'est toujours un grand plaisir d'être à Genève et c'est encore un plus grand plaisir d'être ici parmi vous pour discuter ou présenter quelques pensées sur votre droit à l'intégrité numérique. Donc, ma tâche aujourd'hui est de vous présenter quelques réflexions sur cette idée et d'échanger avec vous et mes chers collègues sur ce concept. Voilà. Le concept que vous avez dans votre Constitution est, on l'a entendu, nouveau et aussi très intéressant, mais sa portée, à mon avis, est loin d'être claire. L'objectif de notre échange est donc d'apporter un peu de clarté et d'analyser si et dans quelle mesure le nouveau droit fondamental apporte effectivement quelque chose de nouveau en termes de contenu. Pour cela, nous devons tout d'abord nous rendre compte que la Constitution genevoise contient déjà plusieurs droits fondamentaux qui sont pertinents en l'espèce, notamment le droit à la vie et à l'intégrité, le droit à la liberté personnelle et le droit à la protection de la sphère privée. Le contenu de ces droits se retrouve partiellement dans le nouveau droit fondamental à l'intégrité numérique, à chaque fois explicitement pour le numérique. Pour situer le nouveau droit dans l'ordre juridique préexistant, j'ai essayé de structurer quelque peu les différents contenus normatifs de cet article 21A de votre Constitution. L'alinéa 1 contient une déclaration générale selon laquelle toute personne dans le canton de Genève a le droit à la sauvegarde de l'intégrité numérique. Il s'agit certes de l'affirmation centrale de la disposition, mais elle ne clarifie pas ce que l'on entend par l'intégrité numérique. Seuls les paragraphes suivants apportent une certaine clarification. L'alinéa 2, par contre, contient plusieurs concepts qui ne sont toutefois pas nouveaux. Le droit d'être protégé contre le traitement abusif des données se trouve également à l'article 21, paragraphe 2 de la Constitution genevoise et dans l'article 13, paragraphe 2 de la Constitution fédérale. Le droit à la sécurité dans l'espace numérique peut être compris comme un élément du droit fondamental à la liberté personnelle ou de la protection de la sphère privée, comme le prévoit l'article 20 de la Constitution. En outre, le droit à la vie et à l'intégrité de l'article 18 protège également l'intégrité physique et psychique, indépendamment du fait que l'on se trouve dans le monde physique ou numérique. Le droit à une vie hors ligne et le droit à l'oubli peuvent être considérés comme des éléments du droit fondamental à la protection de la sphère privée, tel que défini à l'article 21 de la Constitution genevoise. L'alinéa 3 prévoit la possibilité pour l'État de faire traiter des données personnelles à l'étranger à condition que le pays destinataire offre un niveau de protection adéquat. Ces exigences se trouvent aussi également dans le droit de la protection des données, par exemple en Suisse ou dans l'Union européenne. L'alinéa 3 contient donc une exigence spécifique qu'on connaît déjà bien dans la protection des données, qui est basé sur le droit fondamental à la protection de la sphère privée. L'alinéa 4, par contre, formule d'une part deux tâches de l'État, à savoir la promotion de l'inclusion numérique et la sensibilisation de la population aux enjeux du numérique. D'autre part, il contient un objectif politique, la souveraineté numérique de la Suisse. Ces aspects ont certes un certain rapport avec le droit à l'intégrité numérique, mais ils ne sont pas des concrétisations de ce droit. Dans ma présentation, je ne vais donc pas traiter ces aspects, car l'objectif de mon analyse est d'identifier les concepts qui sous-tendent l'idée d'intégrité numérique. Comme on a vu, les contenus partiels de l'intégrité numérique dans les alinéas 2 et 3 de l'article 21A de la Constitution n'apportent rien de nouveau. Ces idées et concepts se trouvent déjà dans d'autres droits fondamentaux, notamment dans le droit fondamental à la protection de la sphère privée. Il apparaît ainsi que le droit à l'intégrité numérique correspond pour l'essentiel au droit à la protection de la sphère privée ou, en d'autres termes, qu'il garantit le contenu de ce droit fondamental explicitement pour le domaine numérique, même si le droit à la protection de la sphère privée s'applique déjà non seulement au monde physique, mais également au domaine du numérique.
Si le concept ou l'idée d'une intégrité numérique est essentiellement identique avec l'idée de la protection de la sphère privée, on peut essayer donc de mieux comprendre le contenu de ce droit en identifiant les concepts qui sous-tendent le droit à la protection de la sphère privée. 3 concepts principaux ont été et sont encore discutés ici. Premièrement, l'idée que les données personnelles appartiennent à la personne concernée et qu'il existe donc une véritable propriété sur les données. Deuxièmement, l'idée de l'autodétermination informationnelle. Et puis, troisièmement, l'idée de la protection de la sphère privée au sens propre. La question de savoir s'il fallait créer une propriété sur les données a fait l'objet d'un débat intense en Suisse et ailleurs il y a quelques années. Finalement, presque tous les experts étaient d'accord qu'il ne fallait pas introduire un tel concept. Ni le législateur, ni les tribunaux n'ont reconnu ou mis en œuvre un tel concept. Dans ce débat sur une potentielle propriété sur les données, il a toujours été quasiment incontesté que le droit suisse positif ne connaissait pas de propriété sur les données. La question était toujours de savoir si une telle propriété devait être créée. Le droit en vigueur ne prévoit une propriété que sur les choses et certains biens intellectuels, en particulier les inventions et les œuvres littéraires et artistiques. L'introduction d'une propriété sur les biens intellectuels, comme le droit de brevet ou le droit d'auteur, doit toujours être justifiée. La raison est simple, mais très importante. Les biens intellectuels sont des biens publics, en anglais « public goods ». Et ces biens publics peuvent être utilisés simultanément par un nombre illimité de personnes sans que l'utilisation par une personne ne porte atteinte à celle d'une autre. Par exemple, un film peut être regardé simultanément par des milliers de personnes sur YouTube sans que le fait qu'une personne regarde ce film porte atteinte à la possibilité d'une autre personne de regarder le même film sur la même plateforme au même moment. Cela est fondamentalement différent pour les choses qui ne sont pas des biens publics mais des biens rivaux. Une pomme, par exemple, ne peut être mangée que par une seule personne. Cette rivalité d'usage est la raison pour laquelle les droits de propriété ont toujours été accordés aux choses, même sans justification particulière, mais pas aux biens intellectuels comme par exemple des données. Les droits de propriété sur des biens intellectuels sont justifiés seulement si l'État veut créer des incitations à la production de tels biens, par exemple des inventions ou des œuvres littéraires ou artistiques. De telles incitations sont particulièrement importantes si la production d'un bien intellectuel est très coûteuse et que le bien peut être copié très facilement, comme dans le cas d'un film. Pour la production de données, aucune incitation n'est nécessaire. Cela vaut surtout pour les données personnelles, car celles-ci sont en général des produits secondaires d'une autre activité de notre vie quotidienne, par exemple. La principale raison qui s'oppose par contre à l'introduction d'une propriété sur les données personnelles est différente. Les droits de propriété peuvent toujours être transférés d'une personne à une autre ou d'une personne à une entreprise. Si les personnes concernées, donc nous, avaient la propriété de nos données, nous pourrions donc transférer cette propriété à des tiers. En conséquence, au lieu de juste consentir au traitement de nos données, comme on fait aujourd'hui, les personnes concernées transféreraient régulièrement leurs données à des entreprises, par exemple au Big Tech, dans le cadre des contrats standards ou des conditions générales. On obtiendra donc l'effet inverse de celui recherché par les partisans de l'introduction d'une propriété sur les données. Au lieu d'être mieux protégées, les personnes concernées seraient moins bien protégées contre le traitement de leurs données. En tant que propriétaires de ces données, les entreprises, par exemple Big Tech, pourraient non seulement utiliser les données comme bon leur semble, mais aussi interdire aux personnes concernées d'accéder à leurs données et de les utiliser eux-mêmes. L'introduction d'une propriété sur des données entraînerait donc une perte totale de contrôle des personnes concernées sur leurs données. Une propriété de données personnelles ne devrait donc pas être créée et cette idée ratée ne devrait pas non plus être comprise comme la base d'un droit à l'intégrité numérique.
Le droit à l'intégrité numérique et le droit à la protection de la sphère privée prévoient tous les deux que les personnes concernées ont le droit d'être protégées contre le traitement abusif des données. Ça se trouve dans les deux textes. Cette formulation se retrouve également dans la Constitution fédérale, donc la protection contre le traitement abusif des données personnelles. La doctrine dominante et le tribunal fédéral comprennent cette formulation comme conférant aux personnes concernées un droit à l'autodétermination informationnelle. Selon le TF, cela signifie que toute personne doit pouvoir déterminer, face au traitement de données par des tiers, si ces données sont traitées et dans quel but. Ça, c'est l'idée ou la définition de l'autodétermination informationnelle selon le tribunal fédéral. Un tel droit fondamental, même si accepté par le TF, ne peut toutefois pas exister. La raison est très simple. Selon le principe de l'égalité, le droit est la base et la limite de toute activité de l'État. De conséquence, l'État, soit fédéral ou cantonal, ne peut traiter des données sur des citoyens que s'il existe une base légale, c'est-à-dire si une loi prévoit la collection et le traitement des données. Mais si une telle base légale est donnée, les citoyens ne peuvent ni autoriser ni interdire le traitement des données personnelles les concernant. L'État peut simplement traiter les données de ses citoyens sur la base et dans le cadre de la loi, qui confère le droit à l'État de traiter ces données sans aucune autorisation par les citoyens. Cette conclusion peut surprendre, peut-être même choquer. Un bref coup d'œil au texte des articles 21 et 21A de la Constitution montre toutefois qu'un droit à l'autodétermination informationnelle ne peut se fonder sur ces textes qui parlent uniquement d'une protection contre un traitement abusif de données et non d'un droit de contrôler tout traitement de données. Cela vaut pour la Constitution de Genève et également pour la Constitution fédérale. Nous avons donc vu que les idées d'une propriété sur les données et celles de l'autodétermination informationnelle sont des fausses idées et qui n'apportent rien pour mieux comprendre le concept de l'intégrité numérique. Plutôt que de s'appuyer sur ces concepts, la compréhension du droit à l'intégrité numérique devrait donc s'orienter sur le texte de la disposition et sur son contexte dans la Constitution genevoise. Le contenu central du droit à l'intégrité numérique est le droit d'être protégé contre le traitement abusif des données. Les autres contenus, notamment le droit à l'oubli et le droit à une vie hors ligne, peuvent être déduits de ce droit et sont aussi déduits dans l'ordre juridique existant en Suisse et ailleurs. Donc, ils peuvent être déduits de ce droit ou du droit plus large à la protection de la sphère privée. Le droit d'être protégé contre le traitement abusif des données se trouve également dans le droit fondamental à la protection de la sphère privée. Cela laisse supposer que le droit à la protection contre le traitement abusif des données n'est qu'un aspect particulier de la protection de la sphère privée, qui englobe le traitement des données personnelles. En anglais, cet aspect est exprimé par le terme data privacy. Cela nous amène à la question fondamentale et finale de ma présentation, ce que signifie la protection de la sphère privée, en particulier dans les contextes numériques. Cette question est aujourd'hui plus complexe que jamais au vu de la diversité des contextes numériques. Une clarification définitive ne semble guère possible à l'heure actuelle. Il semble néanmoins possible d'esquisser certaines lignes. La protection de la sphère privée revêt une importance décisive, en tout cas entre les personnes. Pour la plupart des gens, il est essentiel de pouvoir décider eux-mêmes quelles informations les concernant sont rendues accessibles à d'autres personnes ou même au public. En revanche, la question de savoir s'il y a aussi une sphère privée vis-à-vis des machines semble ouverte. La plupart des gens ne semblent en tout cas guère trouver problématique que leurs données soient stockées sur un ordinateur dans le nuage n'importe où dans le monde, tant qu'il est garanti qu'aucun être humain ne peut accéder à ces informations. Le droit de la protection des données tient déjà compte de cet aspect très important de la protection de la sphère privée. En effet, l'ordonnance fédérale sur la protection des données exige
que les personnes traitant des données personnelles prévoient un contrôle d'accès. Selon le concept du need to know, seules les personnes qui ont effectivement besoin d'accéder des données personnelles pour accomplir leurs tâches peuvent y avoir accès. Pour toute autre personne, la sphère privée reste intacte. Outre cette conception interpersonnelle de la sphère privée, on peut également considérer la protection contre la surveillance par l'État et les grandes entreprises comme un aspect important de la protection de la sphère privée. Même si les données ne sont jamais consultées par un être humain, le cumul de très grandes quantités de données chez certains acteurs peut conduire à un citoyen transparent dont la sphère privée n'est peut-être pas encore violée, mais fortement menacée. En résumé, on peut dire que le droit à l'intégrité numérique ne repose pas sur de nouveaux concepts et n'en apporte pas de nouveaux concepts non plus. Il repose plutôt en grande partie sur des concepts existants dont certains sont déjà expressément prévus comme droits fondamentaux dans la Constitution génoise, notamment le droit à la protection de la sphère privée et le droit à la protection contre l'utilisation abusive de ses propres données. Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 21, en particulier le concept de souveraineté numérique de la Suisse, sont toutefois nouvelles. La garantie de la souveraineté sera une tâche très importante pour les États au XXe siècle, y compris et peut-être surtout pour la Suisse. Cette tâche n'a toutefois rien à voir avec un droit fondamental à l'intégrité numérique qui doit protéger les citoyens contre le traitement des données par l'État dans l'ère numérique. Voilà un livre que j'ai écrit il y a quelques années, surtout sur la question de la propriété sur les données, et puis un article publié l'année dernière sur l'autodétermination informationnelle. C'est déjà compliqué en allemand, mais en français, c'est grave. Hein. Alors, pour ceux qui s'intéressent volontiers, malheureusement, c'est en allemand, mais aujourd'hui, c'est facile de faire des traductions par des machines que vous connaissez tous. Donc, au plaisir, si vous avez envie de lire, je vous envoie volontiers. Et vous trouvez aussi online. Merci, Yannick. Bien, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, je suis très heureux d'être ici. Je pense que c'est une initiative très importante de renforcer nos liens entre les universités et le politique sur des sujets évidemment très importants. Donc, peut-être juste quelques mots sur mon profil. Donc, moi, je suis pas au CUI, je suis rattaché à la faculté de droit. Au Digital Law Center, c'est un centre que nous avons créé il y a 3 ans, qui est rattaché en faculté de droit, centre d'expertise pour les questions de droit du numérique, et j'y suis professeur pour le droit du numérique, puis j'exerce aussi comme avocat. Donc, pour ma part, 20 minutes, je souhaitais rappeler en quelques mots le contexte de ce droit à l'intégrité numérique, notamment cette notion de fédéralisme, laboratoire du fédéralisme. Dans quelle mesure l'autonomie cantonale, comme Genève, permet d'innover, expérimenter des nouveaux droits et qui possiblement ensuite monterait d'un étage à l'échelle fédérale, ce qui est potentiellement le cas actuellement. Ensuite, je vais faire un zoom sur quelques enjeux concrets, parfois des questions sous-estimées, je pense, avec un nouveau droit. C'est toujours l'enjeu, hein, quand on prévoit des nouveaux droits, on ne sait pas forcément encore quels seraient les enjeux que cela peut soulever. Et voilà, je vais proposer quelques éclairages et des questions un peu complexes à essayer de résoudre. Et puis ensuite, un zoom sur la souveraineté numérique, qui est une des innovations de droit à l'intégrité numérique genevoise. Sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, notamment avec le délégué au numérique Alexander Barclay, ce qui a donné lieu à plusieurs études et actuellement à un débat à l'échelle cantonale et maintenant fédérale. Alors, pour faire un zoom, ou plutôt rappeler juste le contexte de ce nouveau droit à l'intégrité numérique, je souhaitais rappeler en quelques mots l'époque dans laquelle on vit. On vit vraiment dans une époque de développement exponentiel des technologies. J'ai juste listé quelques dates clés. Si on se souvient de l'invention de l'ordinateur puis du web dans les années 90, on a vraiment une vitesse exponentielle des nouvelles technologies avec peut-être des événements marquants. En 2018, avec le scandale Cambridge Analytica de Facebook, où énormément de données, 70 millions d'internautes dont les données ont été siphonnées pour des profilages politiques, ce qui peut aussi ébranler la démocratie.
À cette même époque, l'entrée en vigueur du RGPD, que vous connaissez sans doute, le Règlement général sur la protection des données. Et puis 2 ans après, le Covid, dont on se souvient bien, puisqu'on a tous dû basculer dans le digital, on a tous basculé dans le télétravail. Et c'est à cette époque que donc j'apprends que je suis content de mettre un visage sur un des initiants du projet du PLR, Initiative Droit à l'intégrité numérique. Et puis, donc là, on est en 2020, et puis évidemment, depuis quelques années, l'intelligence artificielle générative s'est aussi démocratisée, en tout cas, vitesse exponentielle des technologies. Alors, pour maintenant prendre un peu les dates clés s'agissant du droit à l'intégrité numérique, donc 2020, initiative du PLR pour un nouveau droit à l'intégrité numérique, et puis en 2023, votation des Genevois, plébiscité, puisque je suis toujours frappé de voir que c'était 94%. Mais d'un autre côté, je me suis dit aussi, si on me demande est-ce que je veux plus de protection, moi aussi j'ai envie de dire oui, sans forcément faire de la technicité juridique. Donc en tout cas, c'est un plébiscite total, 94%. Et puis là où on peut parler de laboratoire du fédéralisme, c'est que juste après, en 2024, on a les autres cantons romans qui s'y mettent. On a le canton de Vaud qui ont fait un projet aussi pour le droit à l'intégrité numérique, puis ensuite Valais, encore Jura et Fribourg. Je ne vais peut-être pas aller dans le détail parce que la plupart des projets cantonaux sont assez similaires. Il y a quelques distinctions, mais c'est peut-être pas utile d'aller maintenant dans le détail. Peut-être juste préciser à ce stade que les distinctions sont l'objet de critiques de certains experts, puisqu'on a un concept qui paraît homogène, mais en réalité, il peut être transposé de manière différente dans les différents cantons, ce qui peut engendrer des problématiques d'interprétation. Alors ça, c'est les cantons romans, ce que j'ai mis en bleu clair. Et puis, 2024, la même année que les autres cantons romans, initiative du Parti pirate à Zurich, je crois qu'ils en débattent aujourd'hui, qui a été aussi déposée. Donc je dirais le canton de Zurich est un peu pour l'instant l'exception suisse-allemande. Et j'ai mis de manière un peu provocante le Röstigraben, parce qu'on voit en réalité les romans semblent peut-être plus intéressés à leur protection des droits numériques, question ouverte, que les Suisses-allemands. Et je me permets de faire un lien aussi avec une étude que j'ai conduite avec le DSI et mon centre à Genève, où on a fait des enquêtes auprès de la population suisse dans les différents cantons pour savoir dans quelle mesure elles étaient intéressées à mieux protéger leurs droits numériques, et on a constaté qu'il y avait une tendance beaucoup plus forte en Suisse romande à vouloir protéger ces données versus Suisse allemande où il y a une tendance à vouloir plus généreusement, si j'ose dire. Ouais, enfin, généreusement, c'est compliqué parce que ça veut dire que les autres sont égoïstes, mais en tout cas d'être plus enclin à partager leurs données, contrairement en Suisse romande. Donc, Röstigraben, parce qu'on peut se demander s'il n'y a pas une culture, et bienvenue dans notre pays, qui est culturellement différent d'un canton à l'autre. En tous les cas, je voulais juste attirer votre attention sur ces différences culturelles, mais voilà, Zurich a aussi commencé le débat. Alors ça, c'est à l'échelle cantonale. Maintenant, aperçu à l'échelle fédérale, je reviens sur cette notion de laboratoire du fédéralisme, puisque effectivement, le genre d'innovation comme à Genève a peut-être fait des effets dominos, cascades, qui a ensuite engendré des discussions dans les autres cantons, et puis si on monte d'un étage, aussi à l'échelle fédérale. L'échelle fédérale est illustrée ici en dessus de la ligne temporelle. Donc, pour l'échelle fédérale, je voulais juste rappeler ce qu'on oublie souvent, c'est les notions très générales de stratégie suisse numérique 2020 et 2021 et 2022, qui sont des projets un peu plus englobants, qui n'ont pas pour seul objet le droit à l'intégrité numérique, mais vraiment comment la Suisse se positionne en matière de stratégie numérique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une tendance, en tout cas du DFAE, le département des affaires étrangères, de mettre en avant le droit à l'autodétermination informationnelle qui a été évoqué tout à l'heure, qui est un droit qu'on appelle prétorien, c'est-à-dire que c'est le juge, le tribunal fédéral, qui a interprété l'article 13 alinéa 2 de la Constitution qui interdit l'usage abusif de nos données. Donc c'est effectivement un droit assez limitant de la Constitution, mais il a interprété à partir de ce droit limitant un droit beaucoup plus large, c'est ce qu'on appelle l'interprétation droit prétorien. Le juge, l'ETF, va plus loin et a consacré un droit à l'autodétermination informationnelle, c'est-à-dire chacune a le droit d'avoir la maîtrise sur le sort de ces données.
Et donc, 2020 à 2022, je pense que c'est des documents importants parce que la Suisse insiste sur ce droit à l'autodétermination informationnelle comme un point d'ancrage pour renforcer sa stratégie et puis également les questions de souveraineté numérique. Donc on part vraiment de l'individu qui peut avoir un meilleur contrôle sur ces données pour renforcer la souveraineté numérique suisse. Donc ça, c'était juste footnote, si j'ose dire, pour la stratégie. Maintenant, venons-en plus concrètement au droit à l'intégrité numérique. Je présume si vous êtes là, c'est que vous êtes beaucoup intéressé à ce droit. Donc vous avez peut-être suivi la saga, si j'ose dire, à l'échelle fédérale. Saga intéressante parce qu'en 2022, postulat du député Ben Dahan, qui est Parti socialiste, qui a demandé l'introduction à un nouveau droit à l'intégrité numérique. Et l'année d'après, en 2023, ce droit a été balayé par le Conseil national qui a vraiment refusé, je crois, à une forte majorité d'intégrer ce nouveau droit. Alors pour beaucoup d'observateurs, ça a été balayé parce que c'était une nouvelle législature et puis c'est peut-être plus compliqué pour des nouveaux députés d'apprécier des nouveaux droits un peu compliqués et ce qui explique pourquoi en 2024, tentative nouvelle de demander un droit à l'intégrité numérique, postulat de Pfister et Chop, cette fois-ci c'est le Centre et le PLR, je crois, et puis ce postulat semble donner suite puisque le Conseil fédéral maintenant a pour mandat d'étudier comment est-ce que les droits numériques sont protégés de manière suffisante ou s'il faut au contraire le renforcer. Encore juste une mention avant de passer à la suite, je trouve intéressant de voir que pendant que certains plaident pour un renforcement des droits numériques, on a la même année un postulat Nantermo, je ne sais pas si vous avez vu aussi, postulat maintenant qui dit qu'il faut affaiblir la protection des données puisqu'elle, je crois qu'il a, je ne me souviens plus du terme de son postulat, il dit il faut arrêter la tyrannie de la protection des données. Donc on a d'un côté certaines qui souhaitent renforcer, d'autres qui souhaitent affaiblir pour éviter la tyrannie de la protection des données. Donc on a un peu ces deux courants, on va voir qui c'est qui va gagner, mais c'est quand même des débats intéressants qui vont évoluer à l'échelle fédérale. Alors, zoom sur le droit genevois ou la constitution genevoise à l'intégrité numérique. Donc, nouveau droit qui est ancré maintenant dans la constitution genevoise, qui fait suite à d'autres droits constitutionnels, d'autres droits fondamentaux, dont l'article 18, droit à la vie et à l'intégrité, dont l'article 21, protection de la sphère privée, ça a été évoqué tout à l'heure, et maintenant, on a ancré un nouveau droit, article 21A, à l'intégrité numérique. Alors cette norme, il me semble, et ça semble clair qu'elle se rattache à beaucoup de concepts existants, ça a été évoqué tout à l'heure, donc potentiellement pas tant de nouveautés que ça, notamment pour la protection de la sphère privée, mais en revanche, trois nouveautés, trois aspects novateurs. Parmi les aspects novateurs, effectivement, j'en ai listé trois. Donc, un, le droit à une vie hors ligne. Voilà un aspect nouveau que les autres droits fondamentaux ne connaissent pas directement. Deux, le droit à l'inclusion numérique, aspect quand même novateur aussi. Et puis trois, une injonction pour que l'État avance dans la souveraineté numérique. Alors, juste pour décortiquer ensemble une deuxième fois l'article 21A, donc on a l'alinéa 1 qui ancre le principe d'un droit à l'intégrité numérique, qu'il définit ensuite à l'alinéa 2, avec une protection contre le traitement abusif des données. Là, on est dans l'existant, puisque la Constitution suisse, article 13, alinéa 2, prévoit exactement le même libellé. Droit à la sécurité numérique, là aussi, rien de nouveau, puisque le droit existant, notamment la LPD, la LIPAD, prévoit un droit à la sécurité. Droit à l'oubli, de nouveau rien de novateur, c'est prévu dans la LPD, et puis un droit à une vie hors ligne que je qualifierais de plutôt novateur. Ensuite, l'alinéa 3 nous fait une injonction à l'État de ne pas traiter les données à l'étranger dans des pays sans niveau de protection adéquat, rien de nouveau non plus. La LIPAD prévoit également des dispositions, en tout cas des résultats similaires. Et puis les aspects novateurs à l'alinéa 4 qui demandent l'inclusion numérique et de s'engager en faveur de la souveraineté numérique, domaine sur lequel je vais faire un zoom dans 5 minutes. Juste encore quelques mots sur l'exposé des motifs du projet du PL 945 que je trouve intéressant parce qu'il nous rappelle, vu que je viens de décrire que ce nouveau droit s'ancre quand même dans des droits existants avec quelques éléments novateurs, nous disait l'exposé des motifs, c'est que la norme
autant symbolique que pratique. Donc symbolique, c'est-à-dire qu'on peut renforcer et rappeler l'importance numérique, et puis pratique, parce que selon les initiants, il existe quand même des aspects pratiques qui vont avoir des influences notables sur la vie des individus. Effectivement, dans l'importance pratique, on vise à répondre à une demande de protection forte de l'individu, et puis on conclut par dire que c'est une norme parapluie, une norme vraiment englobante, avec un outil supplémentaire à la protection des données. Peut-être retenez ce mot, outil supplémentaire, qui fait écho à ce qui vient d'être dit peut-être. Comme il existe déjà un droit à la sphère privée, c'est peut-être un outil supplémentaire au droit à la sphère privée. En tout cas, c'était la volonté des initiants. Alors, comme il est toujours délicat d'introduire de nouveaux droits, quand bien même elle a été plébiscitée à 94%, elle fait l'objet de partisans très favorables et puis l'objet de nombreuses critiques. J'ai essayé ici de les synthétiser avec à gauche et à droite. À gauche, les partisans très favorables à ce nouveau droit. Je dirais 2 points principaux. Les partisans considèrent que ce droit est novateur et important dans la mesure où il est applicable indépendamment de toute atteinte et toute menace à l'intégrité physique ou psychique. Donc on a tous un droit à l'intégrité physique et psychique, la protection aussi de la sphère privée, mais les partisans nous disent que ce droit a l'avantage d'être applicable indépendamment de toute atteinte. D'ailleurs, le préposé fédéral à la protection des données pour le débat actuel fédéral a considéré la norme intéressante puisque ça permettrait de renforcer la protection des données même en l'absence d'abus ou de violations. Deuxième élément des pros, on a les partisans considèrent que la révision est nécessaire en raison de la société numérique dans laquelle on vit. J'ai rappelé tout à l'heure le contexte technologique avec les big data et les big tech qui même concurrencent de plus en plus l'État-nation. On leur attribue des caractéristiques comparables à des États, ce qui revient à avoir un déséquilibre, une asymétrie de pouvoir et d'information. L'individu est vraiment, et même l'État lui-même, est de plus en plus affaibli face à des big tech. Et donc, il serait nécessaire de réviser les droits fondamentaux pour corriger cette asymétrie. Ça, c'est pour les partisans. Maintenant, pour les critiques, on a plusieurs critiques qui sont aussi légitimes. J'en ai listé ici 3. Donc, tout d'abord, première critique, c'est qu'on a une redondance avec les droits fondamentaux, dont la protection de la sphère privée et la protection des données, puisque le droit suisse a cet avantage de faire des lois qu'on appelle technologiquement neutres, que ce soit la LPD pour la protection des données, la loi sur le droit d'auteur pour le droit d'auteur. Toutes nos lois sont formulées de façon technologiquement neutre dans l'idée qu'elles s'appliquent à la fois en ligne et hors ligne. Donc redondance avec le cadre légal existant. Deuxième critique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec des variations cantonales. On a un concept qui paraît homogène puisque c'est un simple droit à l'intégrité numérique, mais si on regarde le détail, c'est un concept nouveau, hétéroclite, parfois peut-être symbolique uniquement, qui peut donner lieu à différentes interprétations. Et enfin, peut-être la critique la plus délicate, c'est que ce droit, étant ancré dans la Constitution genevoise, n'a une portée qu'elle est limitée dans la relation État-individu, ce qui empêche un individu de plaider ce droit directement dans les relations inter-individus. J'espère que je suis encore dans les temps. Alors, maintenant, zoom sur quelques enjeux concrets. J'ai pris quelques questions choisies en considérant que, en partant du principe que certains enjeux étaient, à mon avis, sous-estimés avec ce nouveau droit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que maintenant qu'il est incorporé, plébiscité à 94%, il faut faire avec, ce qui est très bien. Donc maintenant, il faut agir et puis voir comment faire avec peut-être des éléments sous-estimés. Tout d'abord, je voulais juste rappeler la notion de fédéralisme, selon laquelle les cantons sont compétents, on a l'autonomie cantonale qu'on peut appeler même par défaut, tant que la Confédération n'a pas légiféré certaines matières. Donc tant et aussi longtemps que la Confédération n'a pas épuisé et réglementé certains domaines, les cantons restent compétents. Et c'est le cas pour la transformation numérique, c'était le cas pour la cyberadministration, pour énormément de domaines, tant que la Confédération n'a pas réglementé. Pour vous donner un exemple où la Confédération réglemente et ça supprime la compétence du canton, on peut se souvenir de la réglementation en matière de la 5G. Genève avait adopté une régulation en matière de 5G et puis cette loi genevoise a été cassée par la Cour constitutionnelle genevoise, considérant que la Confédération avait pourtant déjà légiféré en la matière. Voilà un exemple où le canton n'a plus de possibilité de légiférer. Je commençais par cette question de fédéralisme parce que
Je viens maintenant avec les différents enjeux concrets qui peuvent être parfois sous-estimés. Je les ai divisés en deux enjeux. Premier, c'est la relation État-administré, qui est a priori la norme droit à l'intégrité numérique qui ne concerne que la relation État-administré, puisque l'administré va pouvoir invoquer cette norme vis-à-vis de l'État. Et puis l'autre axe, ce sera la relation entre privés. Alors, pour prendre la relation État-administré, je pense qu'il y a un enjeu qui est... J'ai sélectionné quelques enjeux spécifiques. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et chacun de vous est certainement dans vos disciplines respectives. Peut-être vous allez songer à un autre enjeu. Ce sera l'occasion d'en discuter. Alors ici, j'ai pris deux enjeux de la relation État-administré. Le premier, c'est Justitia 4.0. Je pense que s'il y a des avocates dans cette salle, vous savez que dès 2025 à Genève, 2026 ou 2027, je crois, dans tous les cantons, le contentieux, toute la procédure, la judiciarisation de notre système devra être faite de façon électronique. Et ça a été adopté via une loi fédérale. Voilà un exemple où la Confédération a épuisé la compétence cantonale et maintenant tous les administrés, tous les avocates devront basculer dans le numérique. Alors moi je me suis posé une question avec ce nouveau système, c'est quid du droit à l'intégrité numérique genevois s'agissant du droit à la déconnexion. Donc, est-ce qu'un avocat peut plaider « Je suis à Genève, j'ai un droit à l'intégrité numérique, j'ai le droit d'être déconnecté et de refuser de basculer dans le système Justitia 4.0 » Question ouverte, je doute, puisque maintenant la compétence a été épuisée par la Confédération. A priori, le droit à l'intégrité numérique doit se plier à la compétence maintenant fédérale et ne peut plus invoquer son droit à l'intégrité numérique genevoise. Deuxième exemple, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé avec mes étudiants et mes digital clinics. Donc on fait des cliniques du numérique avec mes étudiants où ils travaillent sur des enjeux concrets du numérique. Et là, ils ont fait un rapport sur l'accès des détenus aux technologies de l'information, notamment la formation en ligne ou l'Internet. Donc c'est un grand enjeu très important. Comment les détenus peuvent avoir accès à Internet ou d'autres matériels pédagogiques informatiques. Donc voilà un exemple qui a été, à mon avis, aussi sous-estimé, parce qu'on a eu beaucoup de discussions avec les personnes concernées dans les prisons, enfin je parle de l'administration, et ce qu'ils n'avaient pas à l'esprit, c'est ce nouveau droit à l'intégrité numérique. Donc est-ce qu'un détenu, maintenant, pourrait plaider le droit à l'intégrité numérique pour avoir au contraire accès, plus à la déconnexion, mais à la connexion, n'est-ce pas? Donc voilà aussi un autre enjeu, et je pense que, me semble-t-il, la réponse est oui. Si j'étais détenu ou si je devais conseiller un détenu, je l'inviterais à plaider ce nouveau droit. Maintenant, passons à la relation entre privés. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, la norme genevoise, en tant que norme constitutionnelle, est invocable uniquement de l'administré vis-à-vis de l'administration. Elle n'est pas invocable entre individus. Et donc, cela peut être limitant parce que souvent les enjeux de droit numérique et l'asymétrie de pouvoir, elle se situe souvent entre privés, souvent un individu internaute vis-à-vis des entreprises Internet. D'ailleurs, vous avez peut-être vu que dans le métavers, alors on n'en parle plus beaucoup, l'intelligence artificielle a éclipsé cette question, mais je pense que ça va revenir. Et dans le métavers, on a maintenant une discussion de savoir est-ce que le cyberharcèlement, notamment les cyberagressions sexuelles, peuvent être invocables, de même qu'une agression sexuelle de l'ordre pénal peut être transposée dans le numérique. Voilà un exemple que la norme de droit à l'intégrité numérique pourrait peut-être venir compléter, mais elle est a priori difficilement invocable vis-à-vis des entreprises. Et dernier point ici que je trouve aussi intéressant, c'est le journalisme d'investigation. Donc il y a de plus en plus de journalistes qui pratiquent le journalisme d'investigation, c'est-à-dire qu'ils font de l'analyse massive d'informations, pensez aux Panama Papers, pensez aux lanceurs d'alerte, qui permettent à la société, avec le rôle de watchdogs, d'avoir accès à des informations importantes. Et puis c'est un délicat équilibre entre la vie privée, qui doit être protégée, mais aussi l'intérêt du public à être informé d'eux. Donc il y a vraiment cet équilibre vie privée versus droit à l'information. Équilibre qui est pour l'instant garanti, mais avec ce nouveau droit genevois, on peut se demander si le droit à la vie privée ne va pas prévaloir sur le journalisme d'investigation. Je dis ça parce qu'il y a énormément de jurisprudence sur cet équilibre délicat, mais voilà une nouvelle norme genevoise qui pourrait venir remettre en question cet équilibre délicat. J'ai 5 minutes pour la souveraineté. Oui. Oui, c'est important. Alors, bon, là, on pourra en parler des heures.
Alexander le sait, puisqu'on on a beaucoup travaillé, mais zoom maintenant sur la souveraineté numérique, puisque c'est, à mon sens, un aspect novateur de ce nouveau droit. Effectivement, l'alinéa 4 fait injonction à l'État d'avancer et de garantir la souveraineté numérique. Donc, sujet très important qui est parfois sous-estimé par les politiques. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que la souveraineté numérique? Tout d'abord, je voulais juste vous rappeler que la souveraineté numérique est souvent définie comme une autonomie ou résilience stratégique de l'État en matière de numérique, qu'il s'agisse du matériel, l'appareil électronique, les téléphones portables, l'aspect matériel, ou aussi logiciel, le moteur de recherche, les applications, tout ce qui est logiciel. Donc résilience ou autonomie stratégique d'un État sur ses biens et ses services numériques, ce qui peut aussi avoir un impact sur la démocratie, l'économie et la société. La souveraineté numérique, donc cette résilience ou autonomie stratégique, peut être illustrée à l'égard du cloud souverain. Donc le cloud souverain, c'est l'idée d'avoir un cloud national dans le sens où soit l'infrastructure elle-même, les data centers, soit les applications ou les logiciels sont contrôlés, voire même détenus par l'État dans le but de diminuer les risques de dépendance vis-à-vis de l'étranger. Pensez à la surveillance, pensez à l'espionnage économique et militaire, pensez à les manipulations via des deepfakes ou d'autres backdoors qui peuvent venir ébranler même une démocratie. Alors, le débat du cloud souverain, donc je répète, c'est ce cloud national qui est contrôlé par le gouvernement, se voit maintenant dans tous les États, dans toutes les juridictions. En Europe, c'est un débat très important. La Commission européenne a approuvé de l'ordre de plusieurs milliards l'idée d'un lancement d'un cloud qui fait place à Gaia. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Gaia, cloud souverain européen, mais qui a été progressivement, si j'ose dire, fossoyé par d'autres entreprises américaines qui sont entrées dans l'actionnariat de Gaia. Et donc, progressivement, on avait une perte d'indépendance. Et donc, l'Union européenne bascule de Gaia vers une nouvelle solution cloud nationale ou cloud régional. Je ne vais peut-être pas m'étaler sur les enjeux à l'échelle européenne. Venons maintenant à l'échelle suisse. À l'échelle suisse, ce débat est très important, notamment au fédéral, puisque le fédéral a aussi commencé à parler du cloud souverain. Pourquoi ? En réalité, parce que le public lui-même s'est emparé du sujet lorsque la Confédération, en 2021, a souhaité confier à 5 géants étrangers le cloud national, respectivement héberger les données de l'administration fédérale. Donc vous vous souvenez, en 2021, l'administration a accepté de confier le mandat à 5 entreprises, plusieurs américaines, plusieurs chinoises, pour confier les données. Et donc cette question-là a tout de suite suscité un débat dans la société. C'était plutôt les médias et le public qui s'est emparé du débat, ce qui explique pourquoi maintenant la Confédération essaye peut-être de renforcer ces questions. La Confédération renforce ces questions, je pense, grâce, et la salutation aux initiatives de Genève et des délégués cantonaux au numérique, puisque les cantons romans se sont emparés de ce sujet assez tôt. Ils ont initié un débat, c'est ce que j'appelle débat cantonal comme catalyseur, de nouveau fédéralisme, laboratoire du fédéralisme ou catalyseur de solutions, puisque les cantons latins ont décidé de renforcer leur action en matière de souveraineté numérique. Et puis, peut-être on pourra en discuter après, mais les cantons ont initié plusieurs études dont j'ai eu le plaisir d'en rédiger une que je vous ai mis ici. Elles sont toutes accessibles en libre accès. Études dans lesquelles on a fait plusieurs propositions. Tout d'abord, on a donné une définition concrète de qu'est-ce que la souveraineté numérique. D'ailleurs, ce Ferro, cette définition est reprise. Celle qui a été retenue par les cantons latin. Donc, ravi, je l'ai illustré ici, je l'ai déjà donné, donc j'y reviens pas. Juste quelques zooms sur quelques conclusions. Donc, tout d'abord, on a considéré que la souveraineté numérique est trop souvent réduite à sa dimension technologique, c'est-à-dire qu'au-delà du technologique, par exemple les composants matériels ou logiciels, il existe aussi d'autres composants, par exemple la souveraineté des données, maîtriser et garder le contrôle sur ces données. Il y a aussi la souveraineté énergétique ou économique, avoir suffisamment de moyens financiers et une économie suffisamment solide pour pouvoir s'émanciper et devenir indépendant énergétiquement et numériquement des autres. Et puis on peut même penser à la souveraineté culturelle et informationnelle, c'est-à-dire l'État doit avoir une capacité à assurer une information de sources fiables et diverses dans les différents réseaux sociaux. D'ailleurs, les Européens parlent parfois de créer un réseau social à intérêt public. Question quand même intéressante, hein. C'est vraiment
un réseau social qui serait réputé avoir des sources fiables. C'est sûr que si on va sur Twitter, X, on peut se poser pas mal de questions. Pour terminer, quelques zooms sur les conclusions. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de faire prendre des mesures, que ce soit à l'échelle cantonale et ou fédérale, pour conserver la souveraineté des données. Ces mesures doivent être prises non seulement par des lois qui vont a priori avoir des effets extraterritoriaux, c'est-à-dire la protection des données fédérale, la LIPAD, vont avoir des effets extraterritoriaux, c'est-à-dire qu'elle va continuer de s'appliquer, peu importe où les données sont stockées. Et puis, il faut compléter ce genre de loi avec des mesures techniques et contractuelles. Ensuite, deuxième point, veiller aux formulations des appels d'offres. Donc là, je pense que c'est très important, si vous êtes là, amené à travailler sur ces questions. Je trouve que le débat fédéral avec le cloud national qui a été confié à 5 prestataires étrangers sont surtout le fait que le marché public a été mal, si j'ose dire, a été mal rédigé. Parce que si vous lisez l'appel, il était demandé que les candidats, les adjudicataires, soumettent un projet avec qu'ils aient 3 data centers, des data centers dans 3 régions, 3 continents différents. Donc ça excluait de facto la possibilité pour les prestataires indigènes, locaux suisses, de candidater, n'est-ce pas? Donc il faut, je pense, faire attention dès que vous travaillez sur ces questions, votre appel d'offres marché public doit être libellé de façon suffisamment anticipée pour que vous n'excluiez pas des solutions indigènes. Troisième point, la cybersécurité doit être renforcée. Je ne vais peut-être pas m'étaler là-dessus, peut-être m'étaler en quelques mots sur la criticité ici. On a suggéré que l'État, que ce soit à Genève ou au fédéral, adopte une stratégie du numérique selon la criticité des domaines. C'est-à-dire, si les usages sont critiques mais simples à mettre en œuvre, pour nous, il est conseillé de développer des solutions locales. Donc, vraiment, si vous avez des usages qui vous semblent critiques mais pourtant simples à implémenter, je vous encourage à viser des solutions locales. En revanche, si c'est des solutions critiques, je me situe tout à droite dans le carré rouge, si ce sont des solutions et usages critiques mais complexes, alors à ce moment-là, il est probablement indispensable d'aller voir aussi des étrangers qui ont parfois des meilleures solutions. Pensez à des questions de cybersécurité chez Amazon qui sont souvent plus performants, mais alors il faut soigneusement sélectionner les entités avec qui contracter. Enfin, je pourrais en parler des heures, mais je crois qu'il faut que je m'arrête. Donc je vous remercie de votre attention et ravi si on peut poursuivre la discussion.